Salut à tous, c'est OOB. L'être humain est très ingénieux, et surtout en temps de guerre. Tous les conflits sont des mines d'or pour tout un tas de projets, utiles ou non. Et la Première Guerre mondiale est une des guerres qui a eu le plus d'inventions. Elle est la guerre qui va voir l'utilisation des chars pour la première fois, l'utilisation plus importante des avions, ou de l'artillerie à longue distance. Et c'est aussi une guerre qui va voir plein de prototypes étranges et d'équipements inutiles. Je me suis donc dit que ça serait pas trop mal pour ce début d'année de parler de tout un tas de projets surprenants. Je ne vous apprends rien, la Première Guerre mondiale a été une boucherie. Très rapidement, les armées du monde entier vont s'en rendre compte. Pour rappel, en à peine 4 ans, c'est 18 millions de morts. La journée la plus mortelle de l'histoire de l'armée française, c'est d'ailleurs le 22 août 1914, soit au début de la guerre, et qui va voir tomber au champ d'honneur 27 000 hommes. Il faut donc trouver un moyen de limiter les pertes, et en étudiant les blessés et les causes de décès, les états-majors se rendent compte que la majorité des pertes sont dues aux obus et aux éclats qu'ils projettent en explosant. On a donc inventé le casque, qui protège face aux projections des obus et des grenades la tête du porteur. Mais les éclats d'obus peuvent aussi viser autre chose que la tête. Et puis il y a les balles aussi. Ils vont donc imaginer des systèmes d'armure pour protéger les soldats de la tête aux pieds. Vous pouvez sûrement, et à raison, vous dire qu'une armure, c'est vachement fantaisiste pour protéger face aux fusils et mitrailleuses. Et pourtant, c'est pas si stupide. Les armes à feu apparaissent en Europe au milieu du XIVe siècle, et commencent surtout à se répandre avec l'utilisation de l'arquebuse. Par exemple, lors des guerres d'Italie, les Français vont, entre autres, se heurter à une utilisation intensive des arquebuses par les Italiens, ce qui va rendre absolument inutiles les armures alors utilisées à l'époque. Et pour contrer les balles, on augmente l'épaisseur de l'armure et on l'adapte. C'est comme ça que l'on invente les cuirassiers qui portent des armures qui permettent de stopper, en partie, les balles. Plus récent maintenant. À la fin du 19e siècle, un gang australien répondant au nom du gang Kelly se fait rapidement un nom dans le grand banditisme. Vol, braquage et extorsion vont devenir leur marque de fabrique. Et lors de leur dernière prise d'otage, ils sont coincés par la police. Une fusillade éclate et l'un des membres, Ned Kelly, sort de l'auberge où se situe la prise d'otage avec sur le dos une armure qui le protège de la tête jusqu'au bassin. L'armure pèse 44 kg et va réussir à le protéger, mais puisque l'armure n'est pas prolongée au niveau des jambes, il sera immobilisé par les forces de l'ordre, puis arrêté. Donc finalement, l'invention d'une armure pour arrêter les balles, c'est pas si déconnant que ça. Et déjà dans certaines armées, on voit l'apparition de protections corporelles dès la fin du 19e siècle. Mais revenons à la Première Guerre mondiale. Chez les Allemands sort en 1916 la Sappenpanzer, une cuirasse qui protège contre les éclats d'obus. L'armure pèse entre 9 et 11 kg, et elle était souvent remise avec, en plus, une plaque protectrice à installer sur le casque. Le dispositif est cependant trop lourd et peu pratique pour être utilisé à l'assaut. Il est donc réservé principalement aux mitrailleurs et snipers restant dans les tranchées. Du côté français, on retrouve la cuirasse Adrian, qui dans sa dernière version pèse presque 2 kg et permet une relative protection du buste du porteur. Adrian proposera aussi des protège-bras et protège-épaules en supplément. Mais de toutes les nations qui vont prendre part au développement d'armures pour l'infanterie, c'est bien les Américains qui vont y mettre le plus de moyens. Pour le général Pershing, chef du corps expéditionnaire américain en Europe, le développement d'un système efficace de protection doit être une des priorités de l'armée. Les États-Unis vont voir un influx énorme d'inventeurs et d'industriels proposant des protections, armures et cuirasses en tout genre. La plus connue est la Brewster Body Shield, une armure en acier pesant 18 kg et beaucoup trop encombrante pour être utilisable. La société Hale et Kilburn va proposer quant à elle une copie presque conforme de la Sappenpanzer allemande, à la différence que cette première est un peu plus légère. Mais finalement, les Américains se contenteront de réutiliser en masse le matériel saisi aux mains des Allemands. L'une des autres armes très mortelles qui va être utilisée pendant la Première Guerre, c'est les armes chimiques. Il faut donc très rapidement trouver des moyens de protéger les soldats. Et pour ça, les Britanniques vont développer un éventail pour repousser le gaz. Je spoil, mais dans les tests, l'état-major anglais se rend très vite compte que l'éventail est inefficace, mais malgré ça, il sera quand même distribué aux hommes dans les tranchées. Je précise par contre que le but de l'éventail n'était pas de remplacer les masques à gaz, il devait être utilisé en complément. Pour finir, on va un peu parler observation. Les avions et autres ballons d'observation vont être privilégiés, mais l'état-major français va avoir une idée.
construire de faux arbres pour permettre à des soldats d'observer de façon discrète les lignes ennemies. Il sera adopté d'ailleurs par toutes les armées du conflit. Les véhicules terrestres les plus emblématiques sont sans aucun doute les chars. Ils apparaissent au combat pour la première fois en 1916, mais des projets de véhicules blindés apparaissent dès le début de la guerre. En France, dès 1914, l'ingénieur Jean-Louis Breton imagine un système pouvant être installé sur des tracteurs et permettant de déblayer efficacement des fils barbelés. Les premiers tests se montrent peu concluants, mais la société Schneider va repérer Breton qui travaillera courant de l'année 1915 sur le développement des chenilles mécaniques Caterpillar et sur la création du char Schneider. Vers la fin de la guerre, on voit aussi les prototypes des chars super lourds FCM apparaître, et seul le FCM 2C sera produit en série. Dès 1916, les Anglais et les Français vont très rapidement se rendre compte de l'utilité et de l'efficacité des chars. C'est quand même bien pratique d'avoir un truc chenillé et donc tout terrain, bien protégé et qui en plus impressionne l'ennemi. En 1916, l'ingénieur anglais John Gregg se penche sur un moyen de déplacer de l'artillerie rapidement et il se tourne donc naturellement vers les chars d'assaut. Il a donc l'idée d'installer un canon Howitzer sur un châssis de char britannique et après des tests concluants, la première artillerie mobile de l'histoire est utilisée au combat. Les Français ne tardent pas à s'en inspirer. L'un des cadres de la société Saint-Chamond va produire une variante du char du même nom avec un canon de 194 mm, fait spécialement pour l'occasion par l'officier Louis Filou. Si vous ne connaissez pas Louis Filou, sachez que cet officier, et ingénieur aussi du coup, est très connu principalement pour ses gros canons, comme par exemple le 155 GPF. GPF veut dire Grande Puissance Filou, qui a une portée de 16 km et sera utilisé jusque dans les années 40. La Russie va proposer le prototype du Tsar Tank, char de 9 mètres de haut que tout le monde connaît, mais personne ne parle jamais du Vel'Zhekode. Proposé dès le début de la guerre, il s'agit d'une petite tanquette qui, en plus d'un système de chenilles, était aussi équipée de 2 petites roues pour faciliter le transport sur route et pour diriger l'engin plus facilement. Une première version est testée en prototype en 1914 et une seconde version sera imaginée plus tard, mais elles ne seront jamais utilisées ni produites en série. Pour finir, on va s'intéresser à quelques protos d'avions un peu originaux. L'ingénieur Marcel de Bruyère va développer et faire construire en 1917 un chasseur armé d'un canon de 37 mm et avec comme propulsion un moteur avec une hélice arrière. Surnommé le De Bruyère C1, il ne volera qu'une fois puisqu'il se crachera lors de son vol de test et ne sera donc pas retenu pour servir dans l'armée. Les Allemands vont quant à eux sortir le Junkers J1, un avion complètement en métal et qui, en plus, n'est pas un biplan, ce qui est assez unique pour l'époque. L'avion était conçu pour être en partie démontable et transportable plus facilement qu'un biplan. Mais comme le C1 français, il ne sera pas produit en série, les tests s'avérant non concluants. En Angleterre, les ingénieurs se disent que 2 ailes c'est pas assez et vont imaginer et tester un avion quadriplan. Ils sortiront un premier prototype nommé PB-29, puis après que ce premier se soit crashé, ils récupéreront la carcasse pour la transformer en une nouvelle version, PB-31E. Armé de 2 canons de 7 mm et un canon de 37 mm, l'avion comptait un équipage de 5 hommes et était tellement grand qu'il avait même une couchette pour les vols de nuit. Le but de cet avion était de détruire les Zeppelins, mais la motorisation était clairement insuffisante au vu de la taille de l'engin. Le projet est finalement abandonné, quand les Anglais vont se rendre compte que le meilleur moyen de détruire les Zeppelins, c'est de simplement tirer dessus avec des balles explosives. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle est assez courte. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant et en vous abonnant, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.